Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'un ténor saison 2. Aujourd'hui, je retrouve une personne, donc ce sera une interview pour cet épisode. Une personne que j'apprécie beaucoup et pour laquelle j'apprécie énormément son travail. Donc bonjour Marie. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Pause. Si vous ne connaissez pas Marie, voilà ce qu'elle sait faire. Ou encore ça. Ou bien ça. Et voilà, maintenant que vous savez qui est Marie, on peut revenir au podcast. Comme dit, j'aime énormément ton travail et pour moi c'était presque une évidence que de te demander d'être interviewé pour le journal d'un ténor. Merci, ça me touche beaucoup. Bah écoute, ça me fait plaisir. Donc présente-toi en quelques mots, dis-moi qui tu es, ce que tu chantes, ce que tu définis dans ton métier aujourd'hui, voilà. Présente-toi. Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, je travaille maintenant essentiellement dans des chœurs d'opéra, donc en freelance, surtout en France. Voilà, j'ai une voix qui est la voix d'un soprano dramatique. Ah, qu'est-ce que c'est? Le soprano dramatique, en fait, dans tout le panel des sopranos, c'est un soprano qui a une voix très large et aussi avec un ambitus qui peut être très long. Enfin, pour ma part, j'ai la chance aussi d'avoir un ambitus très long qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir chanter des airs, des rôles comme La Reine de la Nuit. Mais mon répertoire se tourne plutôt sur des rôles chez Wagner et Verdi notamment. Donc dans l'avenir plus tard des Isolde notamment, Turandot, Electra. Et aujourd'hui ça peut déjà être une Elisabeth de Tannhäuser. Une voix qui est plutôt très intéressante dans le répertoire allemand, mais que j'aime beaucoup développer aussi dans le répertoire italien, français, et d'autres répertoires comme le répertoire tchèque que j'affectionne particulièrement. C'est super, donc ça veut dire que tu as déjà chanté dans plusieurs langues. Oui, je pense une vingtaine de langues. D'accord. Quelle langue tu n'as pas encore chanté et pour laquelle tu aimerais apprendre quelque chose, peut-être dans le chant lyrique? Ah, bonne question. Pour moi, c'est une langue que j'ai déjà chantée, mais où j'aimerais vraiment approfondir les choses, c'est le russe. Ah, c'est vrai que le russe, c'est assez impressionnant. Parce que c'est une langue où je ne suis pas à l'aise parce que je ne la parle pas. Et c'est vrai que pour mon type de voix, il y aurait beaucoup de répertoire. Donc j'aimerais beaucoup développer l'aspect compréhension et apprentissage de la langue aussi pour pouvoir développer le reste du répertoire. C'est super. Voilà. Alors, je vais te demander, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de chanter à l'origine? Ce qui m'a donné envie de chanter à l'origine, je ne sais pas parce que je chante vraiment depuis que je suis toute petite. J'ai toujours beaucoup aimé chanter. Et un peu le déclencheur en fait de mes études de chant, de ma découverte vraiment du chant de manière plus approfondie que de chantonner pour soi dans sa maison, peu importe où, sous une douche, en écoutant un CD. C'est que je suis rentrée dans un chœur quand j'étais adolescente. D'accord, quel chœur? Chœur d'enfant et chœur de chambre du conservatoire de Dijon. Et là, ce sont plutôt les amis, les copines avec qui j'étais dans ces deux chœurs qui, certaines voulaient vraiment faire la classe de chant à leurs 18 ans. Et en fait, m'ont embarquée dans les auditions pour la classe de chant. J'étais extrêmement timide à l'époque. Je sais pas si on en a déjà parlé de ça. Mais vraiment très timide. Et chanter toute seule devant quelqu'un, c'était très compliqué. Dans le chœur, le chef de chœur avait eu une fois la bonne ou malheureuse idée de me demander de faire un solo. Dans une pièce de forêt, j'avais vraiment une phrase ridicule et ça avait été une terreur absolue à l'époque de devoir faire ça alors que c'était vraiment au milieu d'un concert, c'était 3 mesures je pense. Donc je me suis laissée embarquer par ses amis et le pianiste aussi qu'on avait dans ce chœur d'enfants, Yves Maury, que j'appréciais beaucoup, qui était aussi le pianiste de la classe de chant. Et quand il avait vu le groupe de copines venir lui parler pour savoir comment ça se passait dans la classe de chant, moi j'avais suivi les copines parce que voilà, on avait prévu de rester un peu ensemble et il a cru que moi aussi je voulais rentrer dans la classe de chant. Et donc c'est fomenté un espèce de complot inconscient contre moi pour rentrer dans la classe de chant.
Et donc à Dijon, ce qui a été super, c'est que nous avions à l'époque, je ne sais plus, 2 ou 3 séances avec la professeure de chant. Et ensuite, on passait le petit concours d'entrée, notamment pour les premiers niveaux, parce que c'était un pré-cycle ou un premier cycle. Je ne sais pas si ça se passait de la même manière dans les autres cycles, mais voilà, pour nous, c'était ça. Oui, parce que pour expliquer aux auditeurs, quand on rentre dans un conservatoire, on a plusieurs cycles. Donc on a le premier cycle qui est, on va dire, un peu l'éveil musical. Le deuxième cycle qui est le travail plus poussé de sa voix ou de son instrument, puisque on arrive dans quelque chose où on commence à connaître son instrument. Et le troisième cycle, c'est parfaire pour avoir une maîtrise partielle au début et la présenter en concours pour avoir après le diplôme d'études musicales, donc le DEM. Voilà. Et il y avait aussi à l'époque dans les 3e cycles à Dijon, mais je crois il y a aussi les cycles amateurs en 3e cycle. Oui, tout à fait, il y a encore le COA qui existe, donc le cycle d'orientation amateur. Mais qui est aussi à un niveau presque professionnel, professionnalisant. Et donc j'ai fait ces 3 petits cours et puis je suis rentrée en classe de chant. Et après, ça m'a plu. La timidité n'est pas partie tout de suite. Ça a été long. Mais le fait d'apprendre, de découvrir ma voix aussi, en dehors du chœur, où en fait ta voix est mêlée aux autres. Donc il y a peut-être moins d'attention à ton propre instrument. Et c'était vraiment agréable pour moi de découvrir tout cet univers autour de la voix, que je retrouvais aussi en lien avec les études que je faisais à l'époque d'infirmière, de découvrir en anatomie, en physiologie du corps humain, vraiment comment ça fonctionnait. C'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé à attiser le début de ma curiosité par rapport au chant. Et puis la facilité, je pouvais chanter plus longtemps, plus de choses. Et puis le fait de, voilà, quand on chante notamment de l'opéra, on va chanter sur des thèmes historiques, donc ça rejoignait aussi une passion que j'avais de l'histoire. Ça a rejoint aussi cette passion des langues et des langages, des dialectes, de découvrir aussi et de pouvoir apprendre des langues à travers le chant, pouvoir développer aussi l'apprentissage des langues que je connaissais déjà. Voilà, donc ça a rassemblé énormément de domaines qui, moi, me fascinaient. Oui, parce qu'en fin de compte, on va peut-être revenir sur quelque chose, c'est vrai, c'est que de base, tu n'es pas chanteuse lyrique, tu as fait des études pour être infirmière. Oui, très exactement. Quand j'ai commencé le conservatoire, donc je sais plus si c'était premier cycle ou pré-cycle, enfin les années débutantes, j'avais 17 ans et puis je rentrais aussi en école d'infirmière et j'ai travaillé 5 ans comme infirmière avant de me tourner vraiment vers le chant. D'accord, tu avais travaillé en tant qu'infirmière sur Dijon et sur Strasbourg ou juste sur Dijon ? J'ai travaillé essentiellement sur Dijon pendant 2 ans et puis ensuite j'avais pris une disponibilité pour pouvoir aménager mieux mes temps de travail et peut-être faire plus de projets dans le chant pour d'autres problèmes d'organisation, bref, de l'époque. Donc j'avais travaillé après en intérim dans le quart nord-est de la France. Et donc effectivement par rapport à ton parcours, donc tu es restée jusqu'à quel âge au conservatoire de Dijon ? J'ai fini le conservatoire de Dijon par un DEM en mai ou juin 2015. Et après je suis partie me former à Strasbourg, à la HIR, la Haute École des Arts du Rhin. Donc dans une équivalence de formation licence, voilà, DNSPM-DE. Le DNSPM est un diplôme national de professionnel de la musique, voilà, diplôme national supérieur qui est l'équivalent d'une licence. Et puis le DE est une formation à l'enseignement. D'accord, donc ça veut dire que tu as une formation d'enseignante dans la musique, mais tu as aussi une formation donc, qui dit que tu es apte à être une vraie professionnelle aux yeux de l'État, de la musique. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, aux yeux de l'État, aux yeux de tout ce système éducationnel. Voilà, j'ai un diplôme de professionnel du chant, même si en voguant depuis quelques années, je me rends compte qu'il n'est pas nécessaire et que j'ai croisé beaucoup de collègues qui ont eu des parcours avec des professeurs particuliers, d'autres parcours très différents et qui n'ont pas eu besoin de ces diplômes pour travailler ou pour enseigner. Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on rappelle aussi aux auditeurs que lorsqu'on est chanteur, ça veut tout et rien dire, dans le sens où on peut avoir un diplôme, mais ne pas forcément avoir du travail. On peut aussi ne pas avoir de diplôme et au contraire avoir justement une espèce de prédisposition ou un talent ou aussi une volonté du travail qui fait qu'on peut se battre pour arriver à potentiellement après travailler quelque part. Oui, bien sûr. Et surtout, peut-être le passage dans certaines écoles, le carnet d'adresses, on va dire, qu'on peut se faire pendant des études ou après des études en se formant dans des stages, des formations, en passant des concours, peut parfois aider, enfin le système de CV peut parfois aider à avoir certaines auditions, à avoir certaines facilités, mais il y a tout un autre pan qui rentre en compte, et notamment dans le système des auditions ou des concours, où c'est aussi le niveau qu'on aura acquis au fur et à mesure des années qui fera qu'on se démarquera aussi de l'un ou d'un autre chanteur. Oui, bien sûr, et c'est surtout que derrière, par exemple, tu peux être une bête de concours, tu peux être doué pour les concours,
Mais par contre, effectivement, tu ne peux pas avoir, on va dire, la prestance de tenir un rôle entier sur une production. Bien sûr. Alors là, on est sur la formation, mais aussi que le corps et l'esprit de la personne peuvent aussi gérer, supporter, encaisser. Parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les bêtes de concours. Ce sont des gens qui ont un répertoire plus ou moins restreint, mais un répertoire restreint qu'ils vont approfondir énormément, qui va leur permettre de passer plein de concours avec le même répertoire. Donc là-dedans, ils vont avoir une facilité déroutante, déconcertante. Et quand on va leur proposer parfois de travailler un rôle en autonomie, ou ça va être parfois très difficile pour eux parce que c'est un travail nouveau. Moi, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je travaille un nouveau répertoire, ça peut être un nouveau rôle ou un nouvel air, j'ai l'impression je repars pas du début, mais j'ai l'impression de repartir. Enfin, il faut le faire avec beaucoup de simplicité et d'humilité parce que tu repars vraiment à un niveau très bas. Il faut que tu construises en fait, même si avec les années tout l'espace de déchiffrage, de travail un peu ingrat qu'il peut y avoir au début du travail d'un rôle ou d'un air par exemple, le déchiffrage, la mise en place avec piano et orchestre, le fait de s'approprier le texte aussi du personnage, qu'il devienne notre texte à nous. Les mots qu'on pourrait dire de manière très spontanée, avec un texte, des mots, des notes, des rythmes, une orchestration déjà écrite, mais ça doit devenir un peu notre expression. Ce travail avec le temps, il se fait de manière pas forcément rapide, mais de plus en plus fluide. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup faire aussi, de retravailler. Alors, moi, j'ai besoin pour me rassurer, parce que je me suis sentie très longtemps illégitime en tant que chanteuse. Et donc, pour me rassurer, j'ai besoin aussi de travailler avec beaucoup de profondeur, soit la réduction de piano, ou si c'est de la musique de chambre, de travailler, de bien connaître aussi les parties de mes camarades instrumentistes. Mais quand c'est avec orchestre, j'ai besoin de très bien connaître aussi la partition d'orchestre, que parfois j'apprends par cœur, au même titre que moi, ma simple ligne de chant. Oui, pour ne pas être surpris et pour aussi t'imprégner encore plus de la musique et du moment. Ça, on sent que à travers la musique, ça va être un moment extrêmement fort. Donc il faut que j'y mette l'émotion qui va avec, mais il faut que je ressente moi-même cette émotion. Oui, bien sûr. Et j'ai besoin d'avoir cet espace d'analyse aussi, de savoir quel est l'instrument, quel est le thème qui va potentiellement introduire telle ou telle émotion, une fatalité, ou qui va peut-être tout juste introduire la prochaine ou l'entrée de mon personnage, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont importantes de savoir aussi, notamment dans une part de la musique classique que j'aime énormément, tout ce qui est mélodie et leader, quelle que soit la langue, de voir comment aussi sublimer la poésie. Parce que ça, c'est aussi une de mes belles passions, de mes grandes passions. Et comment moi, je peux être l'interprète, pas le déclamateur, mais la récitante d'une poésie. Et comment la ligne est faite, je pense très simplement à Morgen de Richard Strauss, où en fait la voix accompagne un très bel air pour violon et orchestre. Presque plus que la ligne de chant est très récitative, très méditative aussi. Ça ouvre vers une forme de beauté, d'éternité, de Morgen veut dire demain. Dans ce contexte-là, sinon ça peut aussi dire le matin. Dans le contexte de ce lead, c'est vraiment demain et dans l'ouverture du futur. Et c'est très touchant aussi, par exemple, d'avoir l'aspect historique et plus trop théorique autour de cette œuvre qui est un opus en fait que Richard Strauss avait dédié à sa femme Pauline Deanna, qui était soprano. Il avait dédié ce cycle à sa femme pour leur mariage. Ces 4 leaders étaient vraiment un cadeau de mariage qui représentait assez, je pense, l'émotion qu'ils avaient l'un pour l'autre et aussi leur tempérament. D'accord. Conjoint. Bah justement, ça va me faire rebondir sur une autre de mes questions qui devait arriver plus tard. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave, c'est parfait. Est-ce que tu arrives à te laisser traverser par les rôles, ou bien est-ce que justement tu mets quand même parfois une certaine distance, de peur par exemple de te laisser trop submerger par les émotions, ou de vivre aussi un rôle peut-être personnellement par rapport à ton histoire? Cette question est très intéressante. Et on va vraiment avoir chacun, je crois, des manières de l'aborder. Moi, j'ai besoin, et j'ai une voix qui s'exprime à travers les émotions. Une voix que je peux utiliser quand je pleure.
Je peux chanter quand je pleure. Avec toutes les voix, ça n'est pas possible. C'est quelque chose de très intéressant parce que je suis plutôt, maintenant moins timide évidemment, mais je reste quand même réservée. Des amis même pourront me dire que des fois on ne sait pas ce que je pense ou ce que je ressens. C'est parfois compliqué parce que c'est compliqué pour moi de m'exprimer, mais à travers le chant, j'ai vraiment trouvé une liberté de l'expression. Une fois tout le travail pratique, théorique fait autour de la partition, il y a ce travail de quel ressenti je vais mettre et même pendant. Maintenant, je le fais aussi pendant parce que j'ai aussi une maturité dans mon travail que j'avais pas avant. Il faut laisser le temps de venir, mais même des fois quand je commence à déchiffrer, à travailler techniquement un morceau, je vais prendre le temps de voir aussi dans le texte qu'est-ce que moi je peux apporter à cette poésie, qu'est-ce que je peux apporter à ce récit, qu'est-ce que moi, Marie, je vais apporter de plus à ce personnage, puisqu'en fait, on passe notre temps en tant que chanteur lyrique à chanter des choses qui sont chantées par plein de gens. Ce n'est pas un répertoire comme des Brel, Barbara, où ce sont leurs chansons qui sont reprises ou non, mais à la base ce sont vraiment leurs chansons écrites pour ces chanteurs-là. Bon là on parle de musique actuelle, mais pour l'opéra ce qui est fascinant c'est de savoir comment moi par exemple, si je travaille le rôle de Turandot, qu'est-ce que je peux apporter au personnage de Turandot. Parce que je ne suis pas une grande princesse de Chine, voilà, non, je ne parle absolument pas le mandarin. Par chance, Puccini a écrit l'opéra en italien. Nous sommes saufs. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette Turandot, par exemple ? C'est très intéressant parce que Turandot est un personnage puissant qui n'arrive qu'au deuxième acte de l'opéra. Et pourtant, le titre de l'opéra est Turandot. Donc on a tout un premier acte où on est dans l'attente de ce personnage qui est frais, parce qu'elle condamne à mort des hommes en leur faisant ce jeu des 3 énigmes qu'ils perdent régulièrement, ou elle décide de les condamner à mort, parfois par d'autres raisons. Mais je crois que vraiment, dans cette partie de l'histoire de Turandot, c'est vraiment... Elle condamne à mort tous ces hommes voilà, par ce jeu des 3 énigmes qui sera résolu par le personnage de Calaf, ténor. Voilà. Et il est très intéressant d'aller chercher, je pense à l'air de Turandot, In questa regia. Dans cet air, c'est la première entrée de Turandot. On ne l'a pas vue avant, on ne l'a pas entendue avant. Paf, elle commence par cet air immense qui est d'une puissance phénoménale et il faut être capable techniquement de pouvoir jouer aussi sur les nuances. Et aussi c'est là où dans cet air notamment, ce que j'aime précisément c'est la fragilité et à son paradoxe la dureté et la force et la puissance qu'on peut mettre du personnage. Oui, parce qu'en plus dans l'opéra, ce qu'il faut rappeler, c'est que les femmes ne sont pas forcément des personnages faibles dans l'opéra. Au contraire, ce sont des femmes fortes qui ont aussi des chemins de vie qui sont plus ou moins compliqués. On rappelle que beaucoup d'opéras ont été écrits par des hommes, donc il y a aussi cette image effectivement de la femme à cette époque. Donc lorsqu'on mettait en place une femme forte dans l'opéra, c'était quelque chose d'assez choquant en fin de compte. Bien sûr. Turandot qui est quand même un rôle très grand, parce qu'en fin de compte on parle quand même de l'Empire de Chine. À cette époque, les Européens voyaient la Chine mais ne pouvaient pas autant voyager. Donc pour eux, c'était quelque chose de très choquant en fin de compte. Choquant et en même temps, c'était une période où l'Asie, notamment dans l'art en général, a été beaucoup explorée. Alors, je pense à Puccini, oui, il y a Butterfly, il y a Turandot. Et pour une autre part, pour une création américaine, il y avait La fille du Far West, la Fanciulla del West. Oui, tout à fait. Vraiment, mais aussi dans la musique du 19e, déjà, l'Asie est fantasmée. Je pense à Bizet. En France, notamment, tu avais les pêcheurs de perles, et puis des mélodies aussi, du 20e, du 19e. Louis Aubert aussi a écrit autour de poésie arabe, notamment. On avait une fascination et on voulait musicalement, dans l'art côté musique, on a voulu aussi aller chercher les rythmes, utiliser les rythmes, les sons, les mélodies populaires, des thèmes plutôt populaires, que ce soit des rythmes ou des mélodies. Dans Turandot, c'est très intéressant, c'est aussi certaines parties de rythme. Dans Butterfly, on retrouve ça aussi, qui rappelle et qui ramène justement à un fantasme ou aussi à des extraits de musique, ou de thèmes ou de rythmiques qui nous parlent de la Chine ou du Japon, voilà. Et je crois que j'ai un peu digressé. Non, mais il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Hein. Tu as chanté aussi en tant que soliste et dans les chœurs. Pour revenir un petit peu sur ton parcours. Bien sûr. Comment ces 2 rôles se complètent-ils pour toi ?
Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les chœurs et les solistes, ce ne sont pas du tout les mêmes métiers, ce qui n'est pas faux. Mais comment est-ce que les deux se complètent pour toi ? Alors pour moi personnellement, déjà je vois pas forcément le problème qu'il y a à être soliste et choriste. Ce qui est un problème dans notre société parce qu'on veut vraiment distinguer les choses de manière très précise, catégoriser énormément. Je trouve ça dommage parce que pour moi, un bon soliste peut être capable aussi de chanter en chœur sans problème. Après, il y a des voix qui sont trop larges ou trop puissantes pour chanter en chœur. Mais moi, ce qui va être mon cas, peut-être dans quelques années par exemple. Pour le moment, je peux encore jouer. En fait, je vais jouer sur les registres. Là, depuis quelques années, j'ai choisi de faire moins de répertoire de chœur a cappella, ce genre de choses qui devient difficile pour ma voix, ou alors il faudrait peut-être que je me tourne plutôt vers des pupitres comme les pupitres d'alto, mais ça n'est pas quelque chose qui est arrivé jusqu'à présent, et je préfère rester pour le moment dans mon cadre sopranisant. Mais en tout cas à l'opéra, ce qui est intéressant, c'est la technique qui va vraiment jouer, le mental. Je crois que la technique est extrêmement importante. C'est vraiment fondamental. Une voix saine est une voix entretenue, où on a été formé suffisamment et où on continue à se former régulièrement. Alors quand je dis régulièrement, quand on arrive à un certain niveau pro, le régulier peut être 1, 2, 3, 5 fois par an. On a besoin moins régulièrement, une fois qu'on est déjà formé à un niveau professionnel, de prendre des cours qu'un élève qui débute, et où 1 ou 2 cours par semaine sont vraiment très bien parce que ça permet d'avoir un travail conduit, dirigé sur un certain temps qui fait progresser. Quand on est assez mature vocalement, notamment dans sa technique, je crois qu'on en a moins besoin, mais il est important de le garder. Et j'ai perdu le fil de ta question. Non, tu as bien répondu. En fait, tu as répondu à plein de mes questions. Donc c'est génial. Dès le départ, ça a été un choix clair de ne pas te limiter entre... Absolument pas, puisque moi j'ai commencé vraiment le chant timide à mourir quand je devais chanter seule. Donc il y a eu cette phrase de Forêt, donc je t'ai parlé, mais imagine que la première audition que j'ai faite avec la classe de chant, j'avais une toute petite mélodie de Rossini en français sur une espèce de Carmen, de Cinderella, et j'avais l'impression, les amis qui étaient dans la classe de chant et qui du coup écoutaient mon passage, puisqu'il y avait un petit public, mais un public d'audition de classe, donc c'est toujours normalement un public plutôt bienveillant, encourageant, il n'y a rien d'angoissant. J'avais l'impression d'être dans une cage avec des fauves affamés. Ah oui, vraiment. Et c'était une jolie mélodie de Rossini, et il y avait à des moments 6, 7, 8 mesures où je ne chantais pas, et là je me retournais avec une détresse en regardant le pianiste. Où après le concert, il me disait: mais Marie, tu connais tes départs, tu sais, tu n'as pas besoin de me regarder. Où je n'ai pas pu lui dire: non, c'était pas pour mes départs, c'est juste que j'étais tellement terrorisée qu'au moins te voir jouer m'apaisait. Voilà. Donc une photo avait été prise par une amie, donc avec les téléphones, elle était un peu floue, mais on avait vraiment l'impression que j'étais dans une cage avec des fauves affamés qui allaient me bondir dessus. Et au début, mes cours de chant m'ont vraiment aidée. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir faire plus de chœurs, pouvoir faire du coup plus de projets, pouvoir découvrir encore plus de musique. Et petit à petit, j'étais encore infirmière. Des amis ou des professeurs m'ont dit: mais tu sais, Marie, quand même, ce serait bien que tu explores ta voix, ce serait bien si tu le sens que tu cherches à faire quelque chose de professionnel. Donc moi je faisais oui, ou bien sûr. C'était un peu par la main où oui, je te dis oui, et puis voilà. Sans rien de méchant pour eux, mais j'étais encore très timide, et puis ça a insisté à un moment, 2013-2014, là il y a eu beaucoup de gens que j'ai rencontrés pour avoir fait tous les projets que je pouvais faire, et où là vraiment tout le monde... Une masterclass d'italien, notamment sur un peu de Mozart, un super chef de chant italien qui était venu. On va dîner avec quelques élèves de la classe, lui, Roselyne, la professeure, et puis Yves, le pianiste, et puis peut-être d'autres gens. L'autre professeur sûrement aussi de chant du conservatoire. Et donc à un moment, il était à côté de moi, donc moi je n'osais pas lui parler parce que je viens pas de ce monde-là. Donc il me dit: et donc toi, là, dans tes études de chant, tu t'orientes comment? Parce que ce serait bien que tu présentes je suis sûre que le studio de Florence ou Milan serait ravi de t'accueillir. Ah oui. Et moi, j'étais là encore infirmière, je les regardais de manière... mais il paraît qu'il
Et là, ah non, il n'y a que moi. Bon, oui. Et ensuite, ma professeure de chant qui était pas à nous pousser à faire une carrière professionnelle, mais qui par contre, quand elle voyait qu'on voulait apprendre, elle voulait qu'on soit moteur de projet, de notre formation. Elle attisait vraiment, et elle avait vu que j'étais très curieuse et intéressée, passionnée par plein de choses en rapport avec le chant. Donc en fait, elle attisait toujours ça. Elle savait que j'adorais le répertoire méconnu. C'était impressionnant parce que c'est vraiment une prof qui, moi, m'a apporté la force que je peux avoir aussi aujourd'hui comme chanteuse, d'être moteuse, moteur de ma formation, moteur de mon enseignement, d'aller découvrir d'autres professeurs, de trouver un jour vraiment la professeure qui aujourd'hui m'a fait grandir en tant que soprano dramatique, parce que à la base j'étais pas du tout partie sur cette formation-là. Mais pour rebondir justement sur ce que tu dis, il y a eu ce moment de bascule où tu t'es dit tiens, et si je pouvais en vivre de ça, qui en fin de compte est un métier passion pour beaucoup, puisqu'on apporte quelque chose à travers notre personne, notre corps, notre voix aussi. À quel moment tu t'es dit tiens, j'aimerais en vivre de ce métier? Alors la première qui a commencé à m'en parler, c'était cette professeure, Roselyne Alouche, qui, je ne sais plus dans quel contexte, elle m'avait dit cette phrase: vous savez, la musique, on peut en vivre, ça peut être un métier. Moi, je viens d'un environnement où la musique, l'art en général, n'est pas un travail. J'ai grandi dans un milieu paysan où les choses sont très terre à terre. On est très angoissé de ce genre de milieu qui est très éloigné et au final, peut-être pas tant que ça, puisqu'on reste dans la culture, mais un type différent de culture ou différents chants. Donc c'était quelque chose qui était impossible pour moi. Vraiment, c'était peut-être un métier pour d'autres gens, puisqu'il y avait des gens qui avaient l'air de vivre de ça autour de moi, peu à l'époque, mais ça m'était inaccessible. Et il y a eu cette période, 2013-2015, ces rencontres où ces gens ont vraiment insisté, et où moi j'étais, mais vraiment, j'ai honte de moi maintenant quand j'en parle, parce que j'étais là, oui, vas-y, parle, dis-moi à quel point je pourrais faire une jolie carrière dans la musique, mais franchement, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au Mexique. Je le disais pas aux gens, je pouvais pas avoir ce répondant, et puis ça aurait été méchant, enfin ma foi. Et en fait, à force que les gens insistent, je me suis dit, de manière, mais alors complètement stupide, très bien, puisqu'ils veulent, parce que c'était à la limite du harcèlement quand même, puisque ces gens veulent que me disent que apparemment il existerait une place pour moi dans la musique en tant que professionnelle, bla. Donc je me suis présentée à des concours pour rentrer en licence et j'ai eu ce concours à Strasbourg. Sauf que moi je pensais pas du tout être prise, donc en parallèle j'avais passé un concours pour rentrer dans une école d'infirmière anesthésiste. En me disant, voilà, parce que ça risque quand même de m'affecter, parce que j'aime beaucoup le chant, et puis un concours, une audition, même quand on est amateur, c'est quelque chose qu'on prépare pendant un certain temps, on a une partie de notre vie qui est dédiée à ça à un moment donné, et c'est vrai que quand le résultat n'est pas forcément ce qu'on attendait, même si on n'est pas ambitieux, ou si même si on n'est pas trop sûr, voilà, va y avoir un peu de tristesse, un peu de frustration, puis la fin d'une période, parce qu'en fait, que ce soit une audition ou un concert, une fois que c'est passé, quel que soit le résultat qu'on a eu, mais même pour un concert, il y a cette espèce de chute d'adrénaline, tout s'arrête en fait d'un coup, c'est comme un trou noir où il faut pouvoir rebondir derrière. Donc moi je m'étais préparée à justement enchaîner avec cette école d'anesthésie, sauf que j'ai été prise en licence à Strasbourg. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Bien joué. Ouais, alors sur le coup, ma dignité était un petit peu blessée, parce que comme j'étais tellement persuadée de ne pas avoir une place dans le monde professionnel musical... en fin de compte, tu as eu ton année en licence. Voilà, je suis partie en licence, et puis de là, par contre, je me suis dit, ok, je n'ai pas du tout de moyens financiers, j'ai peu de temps, donc je vais vraiment rentabiliser au maximum ces années pour emmagasiner en fait une quantité de connaissances, de répertoire. Donc dès qu'un groupe de musique de chambre ou dès qu'un instrumentiste du conservatoire cherchait une chanteuse pour n'importe quel projet, en fait j'étais vraiment intéressée, sauf si c'était pas un programme qui convenait à ma voix, sauf si des détails vraiment techniques ou logistiques ne fonctionnaient pas, là je refusais. Mais du coup je participais à énormément de projets, notamment de musique de chambre. Oui, tu étais activement en fin de compte musicienne en Alsace, alors qu'en plus de ça tu venais de Dijon, donc tu venais pas du tout d'Alsace, donc tu as complètement
complètement découvert l'Alsace, le Bas-Rhin, justement, et ses alentours, puisque en Alsace, on a quand même la chance aussi d'avoir une richesse culturelle et associative qui nous permet de faire énormément de projets. Oui. On est l'une des régions de France où il y a aussi le plus d'associations musicales, par exemple. Et oui, et je pense aussi une grande partie des amateurs musiciens, hein, que ce soit des chanteurs ou des instrumentistes, je trouve qu'il y a un vivier énorme en Alsace. Moi, j'ai commencé en Alsace à faire aussi un peu plus de solo. J'en avais fait quelques-uns en Bourgogne, mais il y avait moins d'associations, de chœurs amateurs. Mais arrivé à Strasbourg, j'ai eu plusieurs fois à chanter des cantates dans des temples ou des églises, un Magnificat de Bach, je crois une Saint-Jean. Vraiment plein de projets, de petits projets qui, quand on est étudiant, sont très intéressants. Et puis après, il y a aussi ces troupes d'opérette. On s'est rencontrés, là où effectivement. on s'était déjà croisés, mais c'est là où on a pu passer plus de temps ensemble. Oui, tout à fait. On a appris à s'apprivoiser. Notamment Opéra Piano, qui, en la personne de Marguerite Verlet et puis d'Étienne Ferrer, qui dirige, auquel on fait un concours. Toujours. Ciao. On leur fait un petit concours, ils seront contents. Et donc, tous les deux m'ont laissé vraiment ma chance avec une certaine confiance qu'ils m'ont donnée. Ils avaient aussi en mon travail, en ma voix, et de cette confiance aussi, moi, ça m'a permis énormément de grandir, parce que quand tu as en face de toi une directrice de troupe qui est aussi metteur en scène et qui connaît le monde de la musique classique, et particulièrement de l'opéra, depuis sa plus tendre enfance, et qui te fait une confiance aveugle, qui ne doute pas, en fait, à aucun moment ne doute de toi. Et c'était pareil avec Étienne, on a travaillé ensemble, mais il y avait cette confiance, cette absence de doute aussi, qui, moi, m'a permis de grandir en tant que chanteuse et en tant que personne, et aussi de m'affirmer, en fait, de perdre cette espèce d'illégitimité totalement ridicule, parce que personne n'est illégitime à chanter. On a tous deux cordes vocales. Si elles fonctionnent pour parler, elles fonctionnent sûrement pour chanter. Après, je prends des cours de chant depuis quelques années et je suis chanteuse professionnelle, donc je triche par rapport à d'autres personnes qui, par exemple, ne chantent que sous leur douche. Oui, bien sûr. Même, voilà. Mais il y a aussi des prédispositions, c'est-à-dire que tu as des personnes effectivement qui ont commencé par exemple le chant alors qu'ils étaient instrumentistes et qui de base savaient très bien jouer de leur instrument, mais qui n'avaient aucune base en chant, et c'était catastrophique au début. Et alors moi c'est mon cas. C'est mon cas, j'étais violoncelliste enfant, mais par contre, notamment en solfège, on chantait et j'aimais bien ça, et puis je pense que c'était là où j'avais de très bonnes notes et les autres étaient moyennes ou médiocres, dirons-nous. Comme beaucoup. Mais alors ça et le violoncelle, ça allait très bien. Après, par contre, c'était sans technique, quoi, puisque chanter en cours de solfège, c'est pas l'espace où le professeur de solfège peut aussi prendre le temps de faire de la technique forcément vocale. faire de la technique. Puis il y a un groupe, enfin c'est pas évident. Et il y a d'autres choses dans l'apprentissage, voilà. Donc, on va parler un peu du métier, puisque tu es freelance. Est-ce que tu es intermittente du spectacle ? Alors, en effet, je suis intermittente du spectacle. C'est comme ça qu'on appelle les personnes freelance en France. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que du coup, je suis intermittente du spectacle, mais que j'ai la chance aussi d'être attachée à France Travail et d'être indemnisée par France Travail depuis plusieurs années. Tu leur fais de la pub, là. Je n'ai pas dit Pôle emploi. Bien joué. Et qu'est-ce que ça signifie dans ton quotidien, effectivement, d'être intermittente du spectacle ? Eh bien, dans mon quotidien, être intermittente du spectacle, eh bien, par période, c'est surtout une bonne dose de stress en attendant des nouveaux contrats. Non, mais ça, c'est ce que te diront certains intermittents, et je pense qu'on passe tous par cette phase à des moments d'angoisse, qui est moi un peu pour la saison prochaine, la petite angoisse de pour le moment, j'ai pas rempli ma saison, qu'est-ce qui va arriver ou pas, voilà, ce genre de choses. En tant qu'intermittent, tu n'as pas de poste fixe, tu n'as pas de CDI. Donc par rapport au travail, par exemple, c'est pouvoir se renouveler régulièrement, aller passer des auditions s'il y en a. Je vais beaucoup en France, mais je vais aussi en Allemagne, en Suisse, en Italie. En Belgique, j'ai fait 2-3 fois des auditions. Ouais. C'était pour un chœur de chambre. Il faut pouvoir aller auditionner, avoir les moyens. Après, l'avantage quand on est intermittent, c'est qu'il peut y avoir des aides justement à la mobilité pour passer des auditions, ce genre de choses qui peuvent aider parties à payer un déplacement ou un logement sur place pour l'audition. D'accord, est-ce que c'est de la mobilité en France ?
C'est de la mobilité Ça en peut être France mobilité ou... en France ou à l'étranger, ça va dépendre. L'AFDAS, qui est un organisme, alors je ne saurais pas le décrire très précisément, mais en tout cas c'est notamment un organisme qui peut permettre de faire des formations, d'avoir comme un espèce de compte formation chaque année en tant qu'intermittent du spectacle indemnisé. Pour les non indemnisés, je ne sais pas, mais il y a peut-être des possibilités aussi, parce que l'AFDAS, je crois notamment, peut financer aussi des déplacements et ce qui peut permettre aussi de continuer à se former, d'aller faire des stages, de faire peut-être une formation partiellement ou totalement prise en charge qui est en rapport avec notre métier. Donc il va y avoir des stages de théâtre, il va y avoir pas mal de choses et que tu peux utiliser voilà, aussi pour développer tes compétences artistiques. Donc c'est beaucoup de temps. Et aussi, il y a le temps des contrats qui peuvent être plus ou moins longs. Cette année, j'ai enchaîné 2 contrats, donc c'était plus de 4 mois de travail dans un même opéra. Et ça, c'est intéressant. Et après, il faut pouvoir combler, équilibrer. J'enseigne aussi. J'ai une formation de masseuse. Donc je vais vraiment aller aussi équilibrer un peu tout ça. Quand je suis en contrat, je peux moins enseigner, je peux moins masser. En revanche, quand je ne suis pas en contrat, je vais compenser aussi mes temps plus calmes en fait, où je ne suis pas engagée dans un théâtre ou avec un ensemble pour faire plus et préparer aussi des fois du répertoire soliste. Là, je prépare un récital avec un ami qui aura lieu au mois de novembre à Strasbourg et donc par exemple dans 10 jours on travaille Pierre Roinvy que je salue aussi. Salut Pierre. Et voilà, donc on fait un récital mi-novembre à Strasbourg et on se voit pour une résidence dans 10 jours. On travaille, je crois, 3 ou 4 jours pour préparer le programme. Donc ça, c'est aussi du travail qu'on peut rajouter aussi dans ces temps où il n'y a pas... Tout s'équilibre au final, je trouve ça intéressant. Parfois, il y a des choses qui se chevauchent et tu dois choisir. Ça, c'est très dur de choisir. Entre tel projet ou tel projet. Sauf si vraiment tu ne veux pas aller quelque part, mais ce qui arrive quand même pas souvent. Surtout que c'est quand même un métier où on aime travailler en fin de compte. On aime travailler et puis oui, pour moi c'est dur de me dire j'aime pas tel opéra ou j'aime pas tel opéra. Bon, à la rigueur peut-être si je peux renoncer à un Mozart, je suis pas contre. Mais j'aime quand même bien Mozart, mais... Vous le voyez pas, mais là je suis en train de pleurer intérieurement. Non, ne pleure pas. Non, c'est comme les noces notamment et Così que j'ai tellement entendu et à un moment tu te dis oh pause. Donc là ça fait du bien. Ça fait un moment que j'ai fait des pauses de ces 2 opéras, donc je pense que je serais ravie de les retrouver parce qu'en fait j'ai beau dire gna gna Mozart, en fait je crois que j'aime bien quand même. Il y a beaucoup qui disent gna 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 Mozart et en fin de compte qui disent ah c'est quand même bien Mozart. C'est comme toute musique et toute chose, si elle est bien faite forcément c'est très beau. Mais c'est ça. Alors une question un petit peu plus personnelle du coup. On parle souvent de précarité et d'incertitude dans l'intermittence du spectacle. Comment est-ce que tu le vis ? Et est-ce que tu as développé des stratégies ou justement un cap pour tenir tout ça ? Parce que c'est pas facile. Il faut qu'on rappelle que quand on est musicien, il arrive très souvent que des musiciens arrêtent leur carrière en cours de route parce que soit l'intermittence ne fonctionne pas, soit ils pensaient être engagés mais ils n'ont pas été engagés. Ça arrive de plus en plus souvent avec la conjoncture actuelle, avec les réductions au niveau de la culture en France et même dans d'autres pays. Oui. Voilà, donc est-ce que toi tu as quelque chose Alors moi, et notamment certains amis qui sont intermittents depuis plus longtemps que moi, te diront que la première année particulièrement, enfin mes 2 premières années ont été extrêmement angoissantes parce que j'ai commencé à vraiment travailler en 2019 et en 2020 nous avons eu la Covid. Comme beaucoup de personnes, j'ai perdu des très gros contrats de jeunes solistes en Allemagne. Le contrat était signé, mais il n'était pas indemnisé si jamais le contrat ne se faisait pas. Mais c'était des engagements sur presque 6 mois, 2 très beaux rôles d'opéra, notamment un Mozart. Donc, que j'adore, dans les Montserrat. Et voilà, c'était une époque où j'ai chanté un autre répertoire. J'avoue que cette période m'a laissé beaucoup angoissée. Après, moi, je peux être une personne de nature angoissée, stressée, qui sait déjà depuis très longtemps un peu raisonner cette angoisse, l'équilibrer, même s'il y a des moments où ça prend le pas surtout. L'inquiétude, comme je te disais tout à l'heure, là, depuis 2021, je bosse très très bien. Et puis là, la saison prochaine, c'est pas un long désert, mais j'ai quand même des contrats, mais par exemple pour ce qui est de renouveler l'intermittence au point de vue de France Travail, pour le moment je ne la renouvelle pas, donc il y a la question, est-ce que j'ai fait ma part en tant que chanteuse, est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois aller voir ailleurs, il y a plein de questionnements qui se posent. Après, ce qui est intéressant, c'est de partager son temps, de développer. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment, surtout en qualité, que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, que j'ai déjà une autre formation, enfin que j'ai déjà plusieurs formations, que du coup,
c'est vrai que ça me rassure de savoir que si un jour je dois arrêter le chant parce que financièrement je peux pas continuer à être intermittent, voilà, j'ai d'autres possibilités. Même si je sens au fond de moi qu'une vie sans le chant, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est exactement Parce ça. que c'est un métier... Passion. déjà, mon métier d'infirmière était un métier passion, mais là, le métier de chanteuse est particulièrement un métier passion et où moi, je peux évacuer aussi, expier certains traumas que j'ai pu avoir dans les rôles, dans la musique, mais aussi je peux donner... C'est marrant, il y a eu une période de ma vie où j'avais l'impression que quand je chantais, donc pas forcément que à l'opéra ou en concert, mais que quand je chantais, c'était les seuls moments que j'avais l'impression d'être moi, Marie, et personne d'autre. Pas un préfabriqué de Marie on aurait voulu, notamment dans ma famille ou dans la société, tout ça. Vraiment, c'était juste moi, avec moi-même, qui montrait à quel point elle aimait et à quel point pouvait être beau, un air d'opéra, une musique, un compositeur. Voilà, c'était vraiment important. Aujourd'hui, voilà, quand il y a l'aspect artistique, il est dur aussi de revendiquer parfois, même quand on est jeune musicien, en fait, instrumentiste ou chanteur, revendiquer le fait que oui, c'est un travail, donc il doit y avoir une prestation financière pour certaines personnes. Mais c'est des choses où il faut être... Moi, je sais que maintenant, je suis assez catégorique sur non, c'est une prestation professionnelle, donc parfois on m'appelle pour faire un solo avec un ensemble amateur, etc. Ils ont le budget qu'ils ont. Si moi, ça n'est pas possible pour moi de travailler pour ce prix-là, je leur dis, dans ces cas-là, contactez plutôt un conservatoire, un étudiant ou un jeune professionnel sera ravi de travailler avec vous, mais moi, je ne peux pas me déplacer pour cette somme-là. Oui, justement, donc est-ce que par rapport à tout ça, en plus, en tant que femme, parce que dans le milieu de l'opéra, c'est quand même assez compliqué de travailler en tant que femme, parce qu'il y a beaucoup de monde, oui. Beaucoup de chanteuses par rapport à beaucoup de chanteurs qui ont un excellent niveau, justement. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose à la manière dont tu vis ton métier aussi ? Par rapport à des castings, par rapport à des auditions, par rapport à de la scène, à des rôles proposés, à des attentes aussi. Bon, il y a l'espace de notre société aussi où en tant que femme, on a une manière, je pense, différente, hommes et femmes, de se sentir dans la société, même si elle essaye de se rééquilibrer aujourd'hui, oui, que ce soit le fait d'être un homme, une femme, l'identité qu'on peut avoir, peu importe, sexuelle, de nos origines, etc. Les choses essayent aujourd'hui de s'équilibrer. En tant que femme, une des choses qui m'a interpellée, c'est quand je partais dans une direction qui n'était pas ma direction vocale, donc dans les coloratures dramatiques ou coloratures légères, notamment quand je travaillais Zerbinette dans Ariana Naxos de Strauss. J'adorais bosser cet air, c'était vraiment comme un jeu pour moi de chanter ça. C'est toujours comme un jeu aujourd'hui, mais il faut une grande pièce pour le chanter, sinon ça me fait mal aux oreilles. Mais c'était par exemple le personnage, je pouvais jouer avec ce personnage, mais il y avait quelque chose chez moi. On a une morphologie, on a un physique, mais il y a aussi une manière d'être, une manière de se comporter. Il y a des gens qui sont très énergiques, il y en a qui sont plus détendus. Moi, je suis une personnalité plutôt extrêmement calme. Aller jouer un rôle comme Zerbinette ou une des spins de Cosi, c'est vraiment des rôles, on dirait, agités du bocal. Vraiment être péchu, il faut jouer, il faut aller chercher les gens pour les énerver, enfin, il faut s'amuser. Quelque chose qui, pour moi, au début, j'adorais Zerbinette, mais c'est vrai que j'étais très statique et au bout d'un moment, j'ai réussi à m'amuser avec le personnage. Ce qui m'allait déjà très bien dès le départ, c'était les rôles plus dramatiques, plus tristes, mais j'ai pu aussi, notamment quand on a fait ensemble la chauve-souris, Fledermaus en français, de Johann Strauss. Ça m'a obligée aussi à sortir un personnage qui est une femme, Rosalinde, et est une femme qui a eu une carrière de chanteuse, qu'elle a arrêtée parce qu'elle s'est mariée. Donc là, on voit comment fonctionnait la société à une certaine époque, mais ça reste le personnage d'une femme forte, ça reste le personnage, mais un personnage aussi un peu loufoque, qui peut aller chercher dans le un peu barré quand elle fait son air Klang der Heimat, où elle imite une hongroise, voilà, parce qu'elle veut attraper son mari en train de la tromper. Alors qu'elle vient de retrouver son amant qui est venu la harceler chez elle, bref. Donc il y a le jeu de moi en tant que femme, dans un espace d'opéra où les femmes sont d'époques différentes, où elles étaient assez restreintes à un espace familial, à l'espace de la maison, à un espace très restreint. L'opéra ouvre ces espaces et permet aussi de montrer en fait la fragilité, la force, la finesse d'une femme. Donc en tant que femme, je suis très contente d'être chanteuse d'opéra et de pouvoir défendre aussi la force, la féminité, mais quel que soit ce que veut une femme, si elle veut plus de masculinité ou de
virilité. Moi, on a pu me reprocher, notamment quand je faisais ces rôles de jeune première. Je repense à Ophélie de Hamlet, l'opéra d'Ambroise Thomas, où on me disait mais ça va pas parce que là, ton Ophélie, en fait, elle est beaucoup trop virile. Alors dès que tu vas dans les vocalises, c'est bon, t'es dans la folie. Puis après, tu reviens, mais on dirait un bonhomme, quoi. Bon, d'accord, ok. Et donc là, j'ai vu la différence des personnages et le choix. Il y a ce qu'un metteur en scène ou un chef d'orchestre va me demander de faire par rapport au personnage, mais il y a moi, ce que je veux faire de ce personnage. Et c'est ça que je trouve très puissant en tant que femme et en tant qu'homme. Après, pour revenir à des considérations par rapport à moi en tant que femme, comme tu disais, notamment la quantité, c'est vrai qu'en tant que soprane, on est énormément. On est vraiment énormément. Et quand tu regardes les opéras écrits, par exemple, en chœur, mais aussi en soliste, majoritairement, il y a quand même plus de rôles pour les hommes. Et il y a un peu plus de chœur pour les hommes que ce que les femmes ont à chanter. Oui, ça reste par encore, exemple, c'est encore très masculin quand même dans la manière dont c'était écrit. Oui, et puis c'était des même au 19e siècle, certaines règles s'étaient un peu refermées par rapport à l'espace privé, mais d'autres un peu ouvertes. Mais on était quand même dans des histoires plutôt masculines. La force du destin, c'est un personnage féminin, un deuxième personnage féminin qui est secondaire, et un troisième qui est anecdotique. Et à côté de ça, tu as plus de 6, voire 8 personnages masculins. Donc 2 qui sont anecdotiques et qui peuvent être chantés par la même basse. Et pareil, force du destin, c'est un opéra où le chœur d'homme, par exemple, a, je pense en quantité à chanter, à 2 fois plus que les femmes. D'accord. Une question peut-être un petit peu plus personnelle, parce qu'on avait eu une discussion il y a quelques années qui m'avait aussi beaucoup touchée vis-à-vis de ton parcours. C'était que le monde de l'opéra est assez, je dirais pas grossophobe, mais on va rechercher vraiment la beauté. Mais une vraie beauté dans les visages, dans les personnes qui tiennent les rôles, quitte à mettre l'impasse parfois sur la voix. Qu'est-ce que tu penses de tout ça encore aujourd'hui ? Alors ça ne m'arrive plus depuis que je chante comme soprano dramatique et depuis que je suis vraiment dans ma vraie voix. Je n'ai plus ces réflexions grossophobes, sauf les quelques fois où j'ai pu subir du harcèlement, mais qui n'était pas en audition. Mais en effet, il y a encore beaucoup de travail. Disons que on est dans un milieu à l'opéra où on a encore, comme dans beaucoup d'endroits, en fait, on stéréotype beaucoup de choses. Donc on va stéréotyper les voix et on va stéréotyper aussi les corps. Par exemple, pour les mezzos, il y a vraiment une typologie en Allemagne de mezzo rôle pantalon. Donc les chérubins, urbains dans les huguenots, où on va chercher une typologie corporelle particulière. Et des fois, juste tu fais magnifiquement l'air, mais ta typologie corporelle ne rentre pas, donc tu n'as pas accès... Moi, ce que j'ai vécu a été extrêmement violent il y a quelques années, en effet, puisque notamment à une audition, on m'avait répondu cash, vous avez la voix du bon Dieu, elle va encore se développer, mais moi, je ne suis pas attirée sexuellement par vous. Enfin, c'est affreux. Je vois... vous êtes obèse, vous n'êtes... Non, il n'avait pas parlé d'obésité, il m'avait dit textuellement, vous n'êtes pas baisable. Donc moi, je n'ai pas envie de vous voir sur scène. Et sur le coup, j'aurais aimé avoir le culot de lui répondre, ça tombe bien, moi je suis pas forcément là pour être sur scène, par contre je veux chanter. Je n'ai pas eu ce culot, ma foi. Ça sidère en fait complètement. Après, en effet, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est comment on est dans son corps. Parce qu'il faut aussi être dans son corps, être bien... Alors être bien dans son corps, est-ce qu'un jour on est bien dans son corps ? Je ne sais pas, moi non. Je suis toujours en discussion avec lui. Mais être sur scène et aussi avoir une présence, avoir une stature, avoir une certaine manière d'être sur scène que, en effet, par exemple en 2018, j'avais pas du tout, et en 2019 j'avais déjà travaillé là-dessus. Peut-être que c'était aussi ça qu'il me reprochait, une manière d'entrer sur scène où je m'excusais encore un peu. Mais en revanche, oui, la grossophobie, comme la misogynie, le sexisme, l'homophobie, le racisme sont des choses qui sont censées avoir quitté notre milieu, qui sont encore présents. Les choses essayent de changer. Est-ce que tu as ressenti que le milieu a évolué ? Alors, je le fréquente depuis pas si longtemps que ça au final. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent en effet. On essaye vraiment de laisser sa place à chacun.
Après, il y a toujours, notamment en audition, qu'une petite partie de personnes qui décident. Donc si une personne a décidé qu'il ne fallait pas de personnes grosses ou des personnes racisées ou de personnes trop âgées, c'est-à-dire plus de des fois 25 ou 30 ans, on ne peut pas aller à l'encontre de ces espaces décisionnaires qui ne doivent pas remettre nous en question la compétence et les qualités qu'on peut avoir en tant que chanteur. Ce qui est dur parce que c'est le genre de détails qu'on ne va pas nous donner en retour d'audition. Oui, parce qu'il n'y a souvent pas de retour en fin de compte en audition. Très rarement. Très rarement. Alors après, moi je suis pas du genre à les demander. Mais en effet, c'est plus quand tu passes des concours qui sont pour gagner des prix ou des rôles. Là, il peut y avoir des retours. Mais après, ça va dépendre des gens, de leur disponibilité, de s'ils ont noté aussi. Chaque voix est différente, donc elle peut plaire à certains comme elle peut ne pas plaire à d'autres. Oui. Mais il y a des gens qui s'attachent à faire des retours. Je pense, oui, à Un cœur en Alsace pro, où notamment le chef, qu'il te prenne comme chanteur ou non, prenait le temps de faire un retour sur ta prestation, soit directement après, soit en écrivant « ça m'a plu, cette chose m'a beaucoup plu », ou alors « j'aime ça dans ta voix, mais je ne peux pas te prendre parce que moi, en tant que chef, j'ai besoin que toi, tu travailles sur tel et tel paramètre ». Voilà, ça arrive quand même quelques fois. Après, il y a la possibilité, si on y arrive, de se faire écouter par telle ou telle personne qui décidera ou non de nous faire des retours, mais qui en tout cas t'écoute, parce que l'important dans la musique, c'est qu'on est tellement nombreux que maintenant il y a aussi les réseaux sociaux, l'internet, comme je dirais avec mon niveau d'informatique, qui permettent aussi d'avoir une autre visibilité. Les gens vont nous écouter d'une autre manière, vont avoir connaissance de nous sans forcément nous rencontrer, mais il faut aussi, si on le peut, notamment de manière financière déjà, pouvoir passer autant d'auditions que possible, même juste pour être entendu par un chef de chœur, un chef d'orchestre, un directeur de théâtre. Il est très important, ce que moi par exemple je ne sais pas forcément faire, de rappeler aux gens que tu existes. C'est ça la chose vraiment importante. D'accord. Et s'il y avait quelque chose que tu aimerais voir changer dans le monde de l'opéra, qu'est-ce que ce serait ? Une chose, je sais pas, il y a plusieurs choses qui me viennent. Faire péricliter, j'espère, cet art et à le maintenir, notamment en France. Ce serait peut-être d'avoir plus de représentation par rapport au temps de répétition qu'on a, qui sont des problèmes de financement, mais c'est vrai que parfois c'est très dur de faire un mois de répétition et tu n'as que 3 représentations. Voilà, c'est très dur, ça. C'est un peu frustrant, je trouve. Ouais. Bon, c'est la logistique, l'aspect financier qui joue. On aime beaucoup parfois un rôle, que ce soit dans le chœur ou que ce soit dans un rôle de soliste qu'on a, et on nous fait miroiter qu'il y aura potentiellement d'autres représentations, et puis en fin de compte, la réalité veut que très souvent les financements sont compliqués, ou tout simplement les salles ferment leurs portes aux structures associatives, même aux structures semi-professionnelles et parfois professionnelles. Oui, alors ce qui serait chouette aussi, c'est d'ouvrir des théâtres peut-être qui ont de plus en plus de mal financièrement à produire des productions professionnelles, et ce qu'il serait intéressant aussi de peut-être avoir une marge pour accueillir des troupes plus amateurs qui pourraient aussi remplir la salle, apporter une autre ouverture. Bon, c'est aussi politiquement une discussion à avoir approfondie pour ne pas rendre aussi notre métier seulement amateur, quoi. C'est très difficile de créer, mais je trouve ça intéressant de pouvoir aussi amener des amateurs sur la scène d'un théâtre. Je pense à une ville qui a deux théâtres, dont un qui ne sert quasiment plus, et un immense auditorium incroyable. Pourquoi dans ce théâtre qui sert moins, la ville ne proposerait pas plus d'interventions, d'activités amateurs ou semi-professionnelles qui permettrait aux associations de monter leurs projets et en même temps de continuer à financer une petite partie des salles. Bien sûr, je pense que c'est des choses qui ont déjà été discutées. Il y a la question de la médiation aussi. Le problème, c'est l'équilibre de toutes ces choses pour justement ne pas aussi faire petit à petit disparaître nos métiers de musiciens vers quelque chose de complètement amateur, de garder quand même un équilibre entre les deux. Il y aura des politiques culturelles qui seront beaucoup plus axées sur la diversité des projets, qui vont mettre aussi la main à la pâte pour soutenir les associations. On a cet avantage un petit peu en Alsace quand même par rapport à d'autres régions, mais on a aussi ce
ce cas de figure où certaines politiques vont se dire « Ah, la musique classique, l'opéra, le chant lyrique, tout ça, c'est un truc de niche pour une classe sociale assez élevée. Donc, soit on enlève les projets, soit on décide de, pas menacer, mais d'expliquer aux structures que s'ils veulent des financements, il faut aller dans des lieux de précarité pour développer la musique. Ce que je trouve en fin de compte plutôt bien, parce qu'il est vrai que, pour moi en tout cas, la musique classique reste quelque chose de niche. Ça commence enfin à s'ouvrir. Alors ça, je trouve que ça s'ouvre énormément. Je pense notamment à Lyon, où il m'arrive de travailler dans les chœurs. Il y a vraiment beaucoup de médiation. Il y a aussi un amphithéâtre qui propose une programmation alternative à l'opéra. Donc il y a tout type de musique, où il y a parfois des conférences aussi qui vont toujours avoir un rapport avec la musique. Par exemple, moi j'avais vu une conférence autour du livre de Rachel Carson qui parlait justement des années 60 aux États-Unis, où tout d'un coup on avait commencé à utiliser tel produit toxique et paf, les campagnes étaient devenues beaucoup plus silencieuses. Et ça, par exemple, c'est le genre de médiation aussi que je trouve intéressante. À l'Opéra de Lyon, ça n'enlève rien. Enfin, il y a cette programmation avec des musiques actuelles, cette programmation en parallèle de l'opéra et du ballet qui vit aussi tout autant que l'opéra à côté. Ça n'empêche pas l'opéra de continuer à produire quand même des grands ouvrages avec des grands moyens. Le ballet aussi très présent. Il y a aussi une saison de récital. Enfin, les choses sont possibles. Il faut voir après les structures qu'on a. C'est, je pense, des discussions aussi qui ne sont pas simples parce que ce sont des choses qu'il y a à voir avec les mairies de manière politique. Mais il y a quand même des financements au niveau des médiations qui se développent énormément. Notamment l'Opéra de Lyon, je pense aussi à des médiations où certains collègues, notamment du chœur, pendant une production donnée d'opéra, vont intervenir dans des structures, écoles, collèges, lycées peut-être aussi, pour présenter l'opéra à une classe. Je pense à un collègue qui a fait ça avec Force du Destin. Il est allé présenter, je crois que c'était dans un lycée, la Force du Destin, la musique de Verdi, le chant, je crois même qu'il les a fait chanter. Et cette classe est venue écouter l'opéra. C'est une manière de sensibiliser, de dire aussi que l'opéra, ça peut être accessible à tous. Et de base, l'opéra, c'était aussi issu, quand on écoute beaucoup d'opéra, c'est beaucoup de musique populaire. Je pense par exemple au Nabucco de Verdi avec le Va Pensiero, qui est l'un des airs d'opéra les plus connus des chœurs, qui va dire voilà, nous sommes présents, nous sommes quelqu'un. Donc nous avons aussi un droit d'écoute et un droit de parole. Oui, et puis tu es sur un hymne national et c'est très intéressant que tu parles de Verdi parce que c'était une période aussi où, notamment en Italie, il n'y avait pas eu de révolution comme il y avait eu la révolution en France et il y avait une forme de fantasme et de désir de cette même révolution ou de changement en tout cas en Italie par rapport à ce qui s'était passé en France et c'est là où on voit arriver beaucoup de thèmes politiques. André Chénier, La Muette de Portici et chez Verdi, il y avait énormément, c'est Don Carlo, Force du Destin, sont aussi des revendications politiques. Il y a un désir aussi de ramener un équilibre et puis de ne plus avoir que, par exemple, des personnages royaux, ce qui est très intéressant, par exemple, chez Donizetti. Il y a ces trois reines anglaises, cette trilogie, Anne Boleyn, Maria Stuarda et puis Roberto Devereux, avec Elisabeth Ier dedans. Et à l'inverse de ça, ou d'une Lucrèce Borgia, tu as l'élixir d'amour, ce genre où on crée notamment Bellini avec Sonnambula, qui va donner à une femme, une jeune femme du peuple, le nom d'un opéra. Amina qui est une jeune fille qui a été recueillie, je crois, adoptée aussi par les parents avec qui elle vit dans un village. On a aussi cette distinction. À un moment, l'opéra ne parlait que de grands personnages et on va aussi chercher des personnages pas plus quelconques mais plus communs. Il faut qu'on rappelle aux auditeurs, ce n'est pas un podcast de politique, mais c'est parce que c'est intimement lié à notre métier, de par les rôles qui sont abordés. Chaque opéra est à une période de l'histoire. Comme par exemple, on a un opéra de Mozart qui se concentre sur les francs-maçons, les opéras de Verdi qui se concentrent aussi beaucoup sur le peuple, l'opérette chez Lénard, chez Offenbach, où effectivement on va se concentrer aussi sur des personnages beaucoup plus simples, des personnes du quotidien. Puis c'est vraiment des personnages qui pourraient être nous, qui pourraient être notre voisin. Exactement. Et après, oui, il y a un aspect politique. Moi, je sais qu'en tant que chanteuse, je ne vais pas revendiquer forcément quelque chose très politiquement. Je ne fais pas de politique. Bon, alors on va quand même conclure sur quelque chose, oui, on va dire, pardon. de quelque chose de plus gai, bien sûr.
Mais c'est très intéressant justement d'avoir ce ressenti aussi de ta part, puisque c'est aussi tout l'intérêt de ce podcast, c'est le ressenti, le vécu, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire de la musique, qu'est-ce qui nous a donné envie de commencer, mais qu'est-ce qui nous donne aussi envie de continuer, parce que c'est très dur comme métier. On se remet en question tout le temps. On a beau nous dire « Ah, mais tu le fais de manière très facile ». Derrière, c'est les doutes, les craintes, les envies de travail, voilà. Les heures de travail, les envies de tout abandonner. Ouais, voilà, de tout plaquer et de se dire « Non, c'est bon, ça suffit là, je n'en peux plus hein. ». Pour conclure, j'aimerais te demander s'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé. Qu'est-ce que ce serait ? Ouais. J'ai un peu de temps de réflexion. Tu peux. Je pense que ce serait aussi ce que je dis régulièrement à mes élèves ou aux collègues qui viennent travailler avec moi, c'est fais avec ce que tu as aujourd'hui. Et ce que tu as, c'est déjà très bien. Et puis, tu vas découvrir d'autres choses, tu vas progresser, tu vas découvrir d'autres espaces. Il y a des moments qui seront plus durs que d'autres, mais tout va bien. Aujourd'hui, il y a ça. Demain, il y aura autre chose. À chaque jour suffit sa peine, d'y aller avec simplicité, générosité, et puis on est humain. On est humain. Il y aura une erreur ou pas, mais il y aura peut-être une des erreurs quelque part, mais c'est ça qui fait notre humanité, c'est ça qui fait le spectacle vivant ou pas. Mais Sarah Roselyne me disait de profiter du moment où on est sur scène en fait, parce que quand on perd l'affreuse timidité, et waouh, qu'est-ce que c'est génial de partager, d'être sur scène, à chanter, pouvoir partager. Moi, c'est toujours des moments aussi qui m'émeuvent beaucoup, mais qui me font pleurer de joie, de me dire voilà, là en fait j'ai montré à ces gens à quel point Gustav Mahler, les leaders de Strauss, des airs d'opéra italiens ou français, pas forcément connus, sont beaux. À quel point ils peuvent juste faire du bien aux oreilles, à la vie. Ça fait un instant de... Même si on comprend... Des fois les gens disent « Ouais, moi je comprends vraiment rien à l'italien, ou à l'allemand. » Oui, mais profitez déjà du moment musical s'il vous plaît. Et dernière question... Est-ce qu'en ce moment, il y a une musique, un album ou quelque chose que tu écoutes en boucle ? Mais en boucle, ça peut être de l'opéra ou de la musique actuelle, mais quelque chose qui te... Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Il y a 2 concertos de Tchaïkovski, un pour violon, un pour piano, que j'écoute énormément en boucle ces derniers temps. Et... Et en opéra ces derniers temps, que j'ai réécouté dernièrement pas mal, c'était Turandot justement, parce que je voulais retravailler des choses et au final je me suis perdue ailleurs dans l'opéra. Et quelque chose que tu as écouté juste comme ça, pour ton plaisir personnel ? Est-ce qu'il y a de la musique actuelle que tu écoutes ces derniers temps ? En musique actuelle, oui. Alors c'est pas des choses forcément récentes. J'aime énormément écouter les Beatles, j'écoute beaucoup de rock, j'aime énormément écouter The Offsprings. Là, dernièrement, j'ai pu aller retourner voir Patti Smith, parce qu'elle est plus toute jeune, alors j'en profite. Et puis, il y a plein de choses, en fait, parce qu'il y a aussi Mercedes Sosa, que j'adore écouter. Et dernièrement, chez les amis chez qui j'étais, ça s'est fini avec du Fernandel et du Bourvil, sur le tango corse, à bicyclette, ce genre de chansons qu'avec ma sœur, nous chantions et voir ma sœur les chorégraphier quand on était enfant. De manière assez dictatoriale, mais au moins c'est une chorégraphie que j'ai toujours. Mais c'était très drôle. Voilà, donc il y a vraiment très éclectique. Il y a Juliette Armanet à un moment que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Ah si, bien sûr, mais oui, que j'écoute tout le temps depuis 2 ans là. Clara Isé, magnifique chanteuse vraiment. Si vous avez l'occasion, très très belle voix, très belle musique. Eh bien on note. Marie, merci beaucoup. Merci à toi Julien. Merci énormément pour cette interview. Je suis très heureux de t'avoir reçu. J'espère que certaines personnes se reconnaîtront, d'autres te découvriront. J'espère que beaucoup de gens te découvriront puisque j'aime beaucoup ton travail. Merci. Et j'espère pouvoir retravailler peut-être à l'occasion un jour avec toi. Avec grand plaisir. Et merci à toi pour ton accueil. Mais je t'en prie. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour cette écoute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine pour un prochain épisode du Journal d'un ténor. Au revoir.